Bonsoir à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver sous la véranda de 28 minutes pour une nouvelle soirée d'été. Et eux, ils n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. C'est la belle équipe. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, c'est Vladimir Poutine débordé par les multiples attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe ou en Ukraine occupée comme en Crimée. Conséquence, des pénuries qui commencent à peser sur le moral des habitants. Со среды не было света 10 дней ровно. Сегодня дали вот 4 часа, как по полудню, правильно говорят. Честно говоря, нет. И это самое, и по 150 рублей баллончики, это надо их купить. Alors l'Ukraine est-elle en train de prendre l'avantage? Quelle réponse de la part du Kremlin face à une population russe qui commence à douter? Vladimir Poutine va-t-il être contraint à négocier? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons les fournisseurs officiels de plaisir, journalistique, bien sûr, avec leur chronique, à savoir Isadora Darcial et Théophile Cossa. Alors, au programme ce soir, Isadora. Alors, dans l'été à l'européenne, sachez qu'il n'y a pas Caldo Machon pour nous apprendre à déambuler à l'italienne. Ce soir, on parle de la promenade érigée en art de vivre. Ah oui, on a hâte de ça. Et vous, Théophile? Je vous parle d'un scarabée, mais pas n'importe lequel. Un scarabée japonais qui est certes très joli, mais peut-être très dangereux. Et il vient d'être aperçu ici, en France. Est-ce l'heure de paniquer, traquer le scarabée japonais? Oui. Je vous raconte comment ça marche. Ah ben oui, on a hâte d'en savoir si on doit paniquer, en effet. Alors, on vous retrouve en fin d'émission, bien sûr, car avant cela, nous allons partir à une époque où les mots consentement, violence sexuelle, IVG étaient soit inexistants, soit tabous. Cette époque, eh bien, c'est la France, en 1972, un pays dans lequel un procès va faire l'effet d'un électrochoc, celui de Bobigny, où l'avocate Gisèle Halimi va défendre Marie-Claire Chevalier, accusée d'avoir avorté clandestinement. Cette histoire est aussi une pièce de théâtre à succès intitulée « Le procès d'une vie » mise en scène par Barbara Lamballet et interprétée entre autres par Céline Toutain. Elles viennent nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Barbara Lamballet. Bonsoir. Alors vous êtes autrice et metteuse en scène, à vos côtés Céline Toutain, bonsoir. Vous êtes comédienne, alors toutes les deux justement, metteuse en scène et comédienne de la pièce Le procès d'une vie qui est actuellement à l'affiche au Théâtre du Splendide à Paris. Ça c'est jusqu'au 3 janvier avant de partir en septembre en tournée en France et à l'étranger. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Paul Barcelone. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors une chose tout de même Barbara Lamballet, c'est l'enthousiasme suscité par cette pièce. Alors, nous y sommes allés, ça va être début juillet, pour tout vous dire. Et ça se joue depuis 1 an, parce qu'il y a 1 an, c'était créé au Festival d'Avignon. Voilà. Et il y a un enthousiasme, il y avait même des très jeunes derrière nous qui pleuraient, pour tout vous dire, voilà, par rapport à ça. Est-ce que ça vous surprend toujours, là, l'emballement et le succès, d'ailleurs, avec 3 Molières, d'ailleurs, à la clé? Oui, depuis les premières minutes de ce spectacle jusqu'à aujourd'hui, évidemment, c'est surprenant, parce que quand on imagine ça dans notre coécriture avec Karina Testa, on ne sait pas comment ça va être pris. Donc oui, c'est très étonnant. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris un peu l'ampleur du succès, en tout cas de la manière dont les gens le reçoivent, ce spectacle. Et donc du coup, ça y est, on commence à comprendre que ça traverse les gens et ça les bouleverse. Et on va même chercher ça à la fin du spectacle. On discute avec les gens, souvent des femmes qui nous donnent des témoignages selon... Voilà, si elles sont concernées directement ou pas par ce sujet. Par ce sujet. Alors, on va parler de tout ça dans un instant, mais avant ça, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal, justement, pour nous parler de cette pièce. Et Olivier Boucreux nous explique pourquoi. Barbara Lamballet, vous portez à la scène une histoire qui a changé la loi. Céline Toutain, vous donnez un visage aux femmes qui l'ont rendu possible. Avec Le procès d'une vie, vous racontez Gisèle Halimi, mais aussi Marie-Claire, Michel et les autres. Pour faire entrer la justice au théâtre, vous avez le profil idéal. Je cherche quelqu'un qui pourrait nous défendre car ma fille a avorté, quelqu'un nous a dénoncé. Je suis Gisèle Halimi, mais vous pouvez m'appeler Gisèle. Barbara, vous grandissez à Salon de Provence entre les livres féministes de votre mère, la danse et la musique. Céline, vous étudiez le russe et ne choisissez la scène qu'à 30 ans. 2 chemins, un même apprentissage, le cours Florent. Vous devenez toutes 2 comédiennes. Barbara, après plusieurs rôles, vous écrivez, mettez en scène et fondez votre compagnie Dans notre monde. Avec la comédienne Karina Testa, vous vous intéressez à l'histoire de Marie-Claire Chevalier. En 1971, à 16 ans, elle tombe enceinte après un viol. Sa mère Michel l'aide à avorter avec 3 autres femmes. Dénoncée, elle risque une peine lourde. Leur avocate Gisèle Halimi ne se contente pas de leur éviter la prison. Elle attaque la loi qui condamne les femmes. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Vous
Plongez dans les archives, mêlez les faits à la fiction, 1972 au combat d'aujourd'hui. Ce procès devient #Bobigny, courte pièce née pour un festival, puis le procès d'une vie, 3 fois primé au Molière. Un plateau presque nu, des costumes et des espaces qui se transforment à vue, un public au cœur du dispositif et 7 comédiens qui incarnent 28 personnages. Vous, Céline, vous êtes Michel, cette mère seule qui n'a rien d'une militante mais refuse d'abandonner sa fille. Mais vous jouez aussi d'autres rôles et faites passer l'histoire d'un corps à l'autre, d'une femme à toutes les femmes. Alors moi, je sais pas ce que c'est qu'un procès politique. Non, moi non plus. C'est un procès où on tient tête aux politiques. Le procès a ouvert la voie à la loi Veil de 1975 qui a dépénalisé l'IVG. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Aujourd'hui, votre spectacle rappelle que les grandes conquêtes portent parfois un nom célèbre, mais commencent souvent par le courage de femmes ordinaires. Voilà, Barbara Lambalet, Céline Toutain pour le procès d'une vie. Alors, Céline Toutain, vous jouez donc, on l'a vu, donc la mère aujourd'hui de Marie-Claire, donc cette jeune femme qui va être accusée d'avortement clandestin. Que connaissiez-vous du procès de Bobigny avant de jouer dans cette pièce ? Je connaissais les faits historiques, mais je ne voyais pas l'aspect humain. C'est grâce à l'écriture et à ce long travail de 8 années de préparation. 8 années, ah oui. Oui, finalement, oui, le temps que ça se mette en place et que ce soit produit. Voilà, tous ces échanges, les lectures, voilà, qui m'ont qui ont éclairé un peu le sujet. Oui. Alors, on l'a vu, le sous-titre de votre pièce, c'est Gisèle, Marie-Claire, Michel et les autres. Barbara Lambalet, qui sont les autres ? Les autres, c'est les 343, par exemple, qui ont signé le manifeste, dit donc les 343 salopes, qui ont été rebaptisés par Charlie Hebdo. Et puis après, c'est évidemment nous, toutes, jusqu'à aujourd'hui, en fait, et puis celles d'avant, enfin... C'est toutes les femmes. Et je pense que c'est aussi les hommes, aujourd'hui, et les autres. Ouais, ce qui est intéressant, c'est ce terme de solidarité de palier que l'on entend dans la pièce. C'est ça, c'est-à-dire aussi, c'est bien sûr, il y a Gisèle Halimi qu'on connaît tous, cette figure, mais il y a ces femmes finalement ordinaires, on pourrait dire. Oui, effectivement, qui ont une vie complètement classique. Et voilà, de fil en aiguille, de confession en confiance, je vais être dirigée, moi, la maman de Marie-Claire, vers Gisèle Halimi. Oui. Alors justement, Gisèle Halimi, aussi Céline, Barbara Lambalet, on le voit, c'est une figure bien sûr qui est prégnante durant toute la pièce. Aujourd'hui, en quoi sa défense, on pourrait dire, des accusés lors de ce procès de Bobigny va en faire une action, on va dire, politique? Oui, alors déjà, pour parler un peu plus dans le creux, vous parliez là de cette solidarité de palier. En fait, nous, on a décidé avec Karina Testa, avec qui on a écrit, de rentrer dans l'histoire du procès de Bobigny par cet angle-là, c'est-à-dire, et de parler de cette solidarité. Donc, on a fictionné quand même le procès de Bobigny, puisqu'on n'avait pas accès à tout ce qu'on sait comme on le savait pour Gisèle, toute la vie de ces petites femmes qui tissaient leur solidarité secrètement. On ne connaissait pas tout ça. Vous les avez jamais rencontrées, ni Gisèle Halimi, ni les autres? Non, alors Gisèle, on a été en contact avec elle, mais on n'a pas pu la rencontrer, non. Au moment où, en fait, on a fait le hashtag Bobigny, les mises en capsule, elle traversait une période un peu particulière dans sa vie, donc elle avait décliné l'invitation. Mais quand je vous demandais, est-ce que c'est un procès politique? Oui, donc c'est un procès politique en ce sens où Gisèle, déjà Halimi, n'a pas décidé de défendre les accusés, elle a décidé d'attaquer la loi. Donc elle a mis en place en fait une défense, chaque femme a eu son propre ou sa propre avocate et avocat, et Gisèle a chapeauté tout ça pour attaquer la loi au tribunal et essayer de faire changer ces lignes-là. Alors à propos de Gisèle Halimi, on va voir avec vous, Julia, que ça fait 6 ans qu'on parle maintenant de la panthéonisation de Gisèle Halimi, mais pour le moment, rien. Oui, au moment de son décès en 2020, à l'âge de 93 ans, l'Élysée salue, je cite, les progrès et les droits conquis par cette femme exceptionnelle. Et très rapidement, plusieurs appels sont lancés pour
panthéoniser l'avocate franco-tunisienne. En 2021, un an plus tard donc, Emmanuel Macron annonce le lancement d'une concertation et l'Élysée affirme qu'une réflexion est en cours. Mais rapidement, le dossier patine. Pourquoi ? Eh bien parce que Gisèle Halimi est aussi une figure de la cause anticolonialiste. Elle a défendu notamment des membres du FLN algérien, considérés comme terroristes. Résultat, des associations de harkis, une partie de la droite se sont opposées à sa panthéonisation. Finalement, l'Élysée, en 2023, organise plutôt un hommage national, le 8 mars précisément, et l'exécutif affirme à ce moment-là que le processus d'entrée au Panthéon sera, je cite, mené jusqu'à son terme, sauf que depuis, eh bien, rien du tout. Et la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron approche. Ce sera dans 8 mois maintenant. Alors, on le voit, il y a eu cet hommage national en 2023, des pièces de théâtre, des films aussi qui sont consacrés à Gisèle Halimi. Céline Toutain, est-ce que finalement, y a-t-il vraiment besoin de cette panthéonisation ? Moi, je ne suis pas sûre. Du moment qu'on connaît son combat, moi, en tant que femme, ça me convient. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que symboliquement, ça serait quand même assez important, oui, qu'elle puisse être panthéonisée. C'est fort, oui, pour vous, en tout cas. Ouais. Alors, on le sait, la France est devenue, le 8 mars 2024, le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. C'est-à-dire que maintenant, le combat, celui que vous narrez finalement à travers ce procès, le combat, il est terminé maintenant. Non, il n'est pas du tout terminé. Alors, pareil, symboliquement, mondialement, c'est très important que ça soit rentré dans la Constitution en France. On est les seuls. Mais après, il y a beaucoup de retraits de subventions qui viennent aider les plannings familiaux, tout ça. Donc, le problème reste quand même entier pour une frange de la population qui n'est pas dans Paris et qui vit à l'extérieur de Paris et pour qui l'accès à l'IVG est compliqué. Et sans parler évidemment du tabou, et même si nous, avec nos projets artistiques, on arrive à essayer de lever le voile sur des sujets de discussion, je pense que quand même il y a beaucoup de familles et puis d'endroits où l'éducation sexuelle et le droit à l'IVG est un peu tabou. Pour vous, c'est toujours compliqué d'en parler, en fait. Oui. Il y a quand même, des endroits, des familles. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que nous racontent les personnes qui sortent du spectacle. Oui, et vraiment, à l'heure actuelle, on a aussi beaucoup de professeurs qui viennent avec leurs élèves et qui nous racontent leur quotidien, les confessions des élèves. L'éducation sexuelle n'est pas aussi clair que ce qu'on pourrait penser. Alors justement, tout ce que vous dites nous rappelle cette citation de Simone de Beauvoir qui va s'afficher « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Est-ce que vous trouvez, Barbara Lamballet, qu'on a peut-être tendance parfois à l'oublier de nos jours, cette phrase de Simone de Beauvoir ? Bien sûr, on a tendance à l'oublier. Alors nous, on la ressasse, on se la ressasse régulièrement. Donc non, mais effectivement, je pense que les gens pensent que tout est acquis et que tout va bien. Et je pense parce qu'on évolue en France et que relativement, il y a des avancées et qu'il y a des choses qui vont bien. On ne peut pas dire que tout va mal, mais ça n'empêche qu'il faut rester vigilant et vigilante sur ces droits-là. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut aller voir cette pièce pour rester vigilant. En tout cas, merci beaucoup Barbara Lamballet et Céline Toutain d'être passées ce soir par le plateau de 28 minutes. Le procès d'une vie, Marie-Claire, Michel et les autres, c'est actuellement au Théâtre du Splendide à Paris. Et donc en tournée dans toute la France à partir de septembre et même à l'étranger, je crois. C'est ça. Oui, vous allez jouer aussi à l'étranger. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Allez, passons à notre débat. La ligne de front ne bouge plus entre l'Ukraine et la Russie. Les armées de Moscou et de Kiev semblent se neutraliser. Mais désormais, la guerre se joue ailleurs, plus profondément, sur le territoire russe, tout comme en Crimée, qui est désormais une cible prioritaire pour les hommes de Volodymyr Zelensky. Alors tout cela amènera-t-il le maître du Kremlin à négocier alors que la population russe commence à douter? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Au cœur de l'été, les Russes tentent d'oublier une guerre qui dure déjà depuis plus de 4 ans. Mais les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine se rappellent à eux jusque sur leur lieu de vacances. Sur ces images, un drone s'échoue à quelques mètres des baigneurs dans une station balnéaire de la mer Noire. 7 morts, dont 3 enfants selon le décompte officiel russe. En Crimée, annexée par la Russie, les touristes savent que leurs vacances peuvent tourner au cauchemar à tout moment. À minuit, des drones volaient. Mon enfant a eu peur, alors je lui ai dit « c'est probablement un avion ». Et puis les tirs ont commencé.
Devenus experts en fabrication de drones, les Ukrainiens multiplient les attaques. Centrales électriques et raffineries russes sont ciblées en priorité par Kiev. Conséquences directes, des pénuries, des coupures électriques et des difficultés au quotidien pour les citoyens russes, comme ici, dans cette file d'attente pour un repas chaud. On prépare des repas chauds pour les gens parce qu'avec ce qu'il se passe, tout le monde n'a pas la possibilité de cuisiner des plats chauds sur des plaques électriques. On aide environ 200 personnes par jour. Harceler et démoraliser la population russe. Sur ces images, le bombardement des entrepôts de Wildberries, l'équivalent russe d'Amazon. Cette stratégie inquiète désormais au plus haut sommet de l'État, à commencer par la gouverneure de la Banque centrale russe. Les données actuelles indiquent que la hausse des prix des carburants commence à se répercuter sur les prix d'un large éventail de biens et de services. Comme on pouvait s'y attendre, cela a eu une incidence sur les anticipations d'inflation qui ont nettement augmenté en juillet. Alors que les attaques touchent désormais tout le territoire russe et non plus seulement les villes frontalières avec la Russie, que cherche l'Ukraine? Cette stratégie de harcèlement à grands moyens de drones est-elle efficace? Est-ce qu'elle peut véritablement fragiliser Vladimir Poutine? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Vera Granceva. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Votre livre « Les Russes veulent-ils la guerre » est paru aux éditions du CERF. Et selon vous, eh bien, ces frappes quotidiennes sont une nouveauté pour les Russes. Cela atteint la population psychologiquement et cela brise le pacte implicite promis par Poutine d'une guerre qui ne toucherait pas les Russes directement. À vos côtés, Paul Gogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Moscou. Votre livre, Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu, qui vient de paraître d'ailleurs aux éditions du Rocher. Selon vous, il y a aujourd'hui une forme de lassitude au sein de la société russe. Les difficultés économiques et la durée du conflit alimentent un mécontentement perceptible. Pour autant, dites-vous, la ligne du Kremlin reste inchangée. La guerre continue. Et puis, Léo Peria-Peigné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI. Votre livre également, Géopolitique de l'armement, instruments et reflets des relations internationales, est paru aux éditions du Cavalier Bleu. Et selon vous, il n'y a pas de véritable opposition perceptible en Russie. Il y a, dites-vous, ce vieux réflexe issu de la Russie tsariste, selon lequel Poutine serait bon, mais mal informé. Quant aux oligarques, il ne faut pas s'attendre à une fronde de leur part. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul, et l'enseigne du jour. Wildberries, le géant russe du commerce en ligne, très populaire en Russie, plus de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'Ukraine vise en ce moment ses entrepôts avec des drones, objectif porter un coup presque fatal à l'économie russe, en s'attaquant donc à cet équivalent d'Amazon. On va voir le site internet qui ressemble à n'importe quel autre site de e-commerce. Beaucoup d'entreprises, de petits commerces en Russie s'y fournissent. Cette plateforme est aussi un maillon de la chaîne logistique d'approvisionnement militaire. Vera Granceva, est-ce que, en visant ces entrepôts, l'Ukraine, l'armée ukrainienne, envoie-t-elle un message peut-être psychologique à la population et aux consommateurs russes ? À mon avis, il y a double objectif dans ces frappes. Tout d'abord, son objectif économique, purement économique, parce qu'effectivement, ça nuit à l'économie russe, parce que c'est une grande entreprise qui, tout d'abord, sert aux intérêts des petits entrepreneurs. Il faut savoir qu'il y a des dizaines, des milliers de petits entrepreneurs qui vendent sur cette plateforme et qui fait tourner aussi l'économie quand même russe, notamment régionale. Donc c'est très important au niveau économique. D'autre côté, effectivement, il y a un objectif politique et psychologique, parce que dans ce cas particulier, c'est non seulement la psychologie des gens, mais c'est aussi l'impact sur la politique, peut-être en futur, de la Russie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Russes voient de leurs fenêtres les drones. Ils volent tout le temps. Il y a ce bruit. Mes amis dans plusieurs villes russes me disent que ça devient insupportable. Tu as peur. Et ils me disent que je me réveille, j'entends le bruit, je pense à mes enfants. Ça fait très, très peur. Et ils voient après les fumées qui montent. Et à Moscou aussi. Donc c'est très nouveau pour Moscou. Il y a maintenant de plus en plus de gens qui minimum parlent ou envisagent de partir de la Russie. On sait qu'il y avait une hausse de requêtes sur Internet qui était égale au septembre 2022 de requêtes comment partir de la Russie. Donc il y a un effet aussi psychologique, mais qui peut avoir un impact sur la politique russe. Paul Gogo, vous étiez à Moscou il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, est-ce que vous l'avez constaté justement? On se souvient de cette attaque massive dans la banlieue de Moscou et notamment ces panaches de fumée gigantesques sur la capitale russe. Aujourd'hui, il y a une crainte. Les Russes se disent, ça y est, ça nous touche?
Les choses ont totalement évolué parce que moi, toutes ces années, quand j'étais à Moscou, quand des drones finalement frappaient un bâtiment, tombaient en grande périphérie de la capitale, c'était quasiment un fait divers en quelques lignes dans la presse, en fait. Donc on le voyait plus ou moins passer, mais ça finissait dans des champs, dans des arbres, il n'y avait pas vraiment de victimes, c'était pas visible. Là, c'est visuel. Enfin, je veux dire, les images qu'on a eues de ces derniers temps, c'est des nuages noirs gigantesques en périphérie, plutôt proche finalement du centre-ville de Moscou. Des sons, on entend, on voit, on sait qu'il y a des victimes aussi. Et là, ça commence, c'est devenu concret pour les Russes, parce qu'en plus, c'était avec tout le reste, c'était avec des problèmes d'Internet, c'était avec des problèmes d'essence, plein de choses sont apparues en même temps, et donc là, c'est devenu presque un problème du quotidien. Est-ce qu'il y a une dimension stratégique, Léo Perrier-Peigné, là-dedans, sur cette manière de faire cette stratégie du harcèlement? Est-ce que militairement, stratégiquement, c'est important? Alors, il y en a plusieurs qui peuvent se faire de différentes manières. Une des conséquences, par exemple, ça va être de forcer les Russes à regrouper autour de Moscou, autour de Saint-Pétersbourg, de plus en plus de défenses antiaériennes qui vont manquer ailleurs. La Russie est immense, il y a énormément de points chauds que les Ukrainiens peuvent cibler, notamment les raffineries. Ces défenses antiaériennes, si elles sont autour de Moscou, si elles sont montées sur ces grandes tours qu'on a vu fleurir dans la banlieue de Moscou, elles ne sont pas ailleurs. Donc elles offrent des opportunités aux attaques ukrainiennes ailleurs. Il y a aussi l'idée que, c'était la rhétorique qu'utilisaient les Ukrainiens en disant que Wildberries était utilisé pour notamment se fournir des composants électroniques utiles pour la fabrication de drones. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, en effet. Il disait aussi c'est frappé à cause de ça. Ouais. Dans quelle mesure c'est dimensionnant, je ne sais pas. Néanmoins, c'est très probablement une réalité. Et ça va avoir une influence petit à petit, effectivement, sur le russe de tous les jours, qui souvent, dans ses posts sur les réseaux sociaux, a l'air d'être surpris de se retrouver en guerre. Parce que on nous a promis que la guerre ne serait pas chez nous. Ouais. Et chose intéressante à côté de ça, vous avez d'autres acteurs plus petits que Wildberries comme Ozone, qui aujourd'hui, par exemple, refusent de livrer dans certaines parties de la Russie, notamment en Crimée, en disant « nous ne livrons qu'en Russie ». Sous-entendu, la Crimée ne fait pas partie de la Russie, ce qui est assez intéressant. Oui, en effet. Alors, Vera Granceva, justement, cette cible, j'allais vous poser la question sur la Crimée. On sent que là, c'est vraiment une cible prioritaire pour Kiev. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a un côté psychologique, on va dire. Alors, on sait que c'est une station balnéaire. Enfin, beaucoup de Russes partent en vacances en Crimée. Est-ce que c'est véritablement là, on est dans la guerre pour reprendre le territoire, ou alors une nouvelle fois pour montrer un impact psychologique et faire peur ? À mon avis, il y a deux aspects. Un est militaire, parce que aussi, il ne faut pas oublier que l'Ukraine était attaquée de la Crimée aussi depuis très longtemps. Donc, il veut aussi chercher à éliminer ce danger qui venait de la Crimée, parce que la Russie aussi a établi beaucoup là-bas des armements qui tiraient aussi depuis donc 2014, depuis qu'ils ont annexé. Voilà. Et deuxièmement, effectivement, il y a l'aspect symbolique pour la politique, parce qu'on sait que Poutine a pris la Crimée sans aucune goutte de sang. C'était une grande victoire, géopolitique. Tandis qu'aujourd'hui, on voit que 10 ans plus tard, la guerre est arrivée en Crimée. Les Ukrainiens arrivent à effectivement bloquer, en fait, il y a une sorte de blocage de cette péninsule maritime, du côté de la mer, mais aussi du côté du nord. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la route qui a approvisionné la Crimée, la route du nord, de Donbass jusqu'à Janko, elle est bloquée. C'est impossible de traverser cet espace et amener des armements, mais aussi les aliments pour les habitants de la Crimée. Donc la seule voie qui reste, c'est le pont du Crimée, qui est aussi en cible. Donc les Ukrainiens font tout. Été visé en plus. Exactement. Ouais. Les Ukrainiens font tout pour montrer que tout ce que Poutine a promis, en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais. Tous ces plans, ça tombe à l'eau à partir de 2014. Alors on va voir avec notre archive du jour qui est un peu comme de l'écho actuellement, puisqu'on va aller en mai 2022, quelques semaines après le début de la guerre. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'Ukraine résiste véritablement à l'invasion russe et d'une façon assez efficace, notamment en utilisant une tactique qui, 4 ans plus tard, reste la même. Dans le ciel de la région de Belgorod en Russie, des missiles ukrainiens. C'est déjà le 3e. Ceux-là ont touché le village de Soloki la nuit dernière. Pour la première fois, des frappes ukrainiennes sur le sol russe ont fait un mort et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. L'armée ukrainienne a déjà mené plusieurs raids stratégiques à la frontière russe, à l'aide d'hélicoptères ou de drones, pour détruire des dépôts de munitions ou de carburant. Frapper une base arrière, ça contribue à asphyxier une partie du corps expéditionnaire russe. C'est-à-dire empêcher les Russes de s'approvisionner facilement en carburant, en munitions, en véhicules, en hommes. On voit désormais des frappes de drones, d'artillerie, parfois à 1000 km du front, à l'intérieur vraiment de la Russie. Léo Perrier-Peigné, est-ce que cela montre peut-être la capacité nouvelle de l'Ukraine à frapper là où elle veut ?
Ce qui va être très intéressant, c'est que ces capacités-là, pour l'armement moderne, comme on dispose les armées occidentales, il est relativement classique. Ce qui est très intéressant, c'est que ces armements ont été refusés à l'Ukraine de la part de ses soutiens. Donc, qu'a fait l'Ukraine ? Notamment américain. Voilà. Elle s'est basée sur son propre savoir-faire technologique et son dynamisme techno-industriel pour produire ses propres systèmes. Avec un coup de pouce, ça et là, d'entreprises occidentales. Néanmoins, elle dispose aujourd'hui de ses propres vecteurs qu'elle maîtrise, qui ne sont pas soumis à la validation par les partenaires, qui a longtemps été un gros point bloquant. On se rappelle qu'il y a encore 2 ans, les partenaires européens, enfin occidentaux en général, étaient très réticents à laisser l'Ukraine frapper les raffineries russes. Oui. Or, on voit que ça fonctionne. Et ça a un effet assez direct sur comment la Russie réagit, alors que les Européens avaient très peur d'une escalade qui, n'a pas l'air de venir à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Paul Gogo, par rapport à l'état d'esprit des Russes, 4 ans après le début de cette guerre, au début, cette guerre était considérée comme assez lointaine pour la population. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et est-ce qu'ils soutiennent toujours ou pas ce conflit avec les Ukrainiens ? C'est toujours intéressant de penser à cette question-là parce qu'on a l'impression que c'est un bloc monolithique, la Russie, qu'en fait ça n'évolue jamais cette opinion publique. Alors qu'en fait, si, c'est juste que comme il y a peu de médias pour donner la parole aux Russes, c'est compliqué de s'en rendre compte. Moi, j'ai le souvenir début de l'offensive en 2022. Déjà, on a une population qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est sous le choc. Quelques semaines plus tard, la population fait l'autruche. Quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine annonce une mobilisation. Et là, le mot d'ordre, c'est la guerre de tout le monde. Toute la population, toute la société doit se mobiliser dans ce conflit. Mais beaucoup de gens continuent à faire l'autruche. Et là, effectivement, eh bien, de plus en plus, on voit des gens... Alors, après, il y a eu l'arrivée de Donald Trump au pouvoir... Oui. Qui a sonné un petit peu comme un espoir pour les Russes qui se sont dit là, ils vont réussir à négocier, on va l'atteindre, notre cessez-le-feu. Ça n'a pas fonctionné, donc il y a eu un coup de fatigue qu'on a beaucoup ressenti durant l'année passée chez les Russes. Et puis là, on en arrive dans cette situation où la guerre est arrivée jusqu'à eux, avec ce que vous disiez qui est très juste. J'ai oublié d'en parler aussi, mais en fait, il y a quelque chose qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi nous ? Pourquoi la guerre arrive jusqu'à nous ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Nous, journalistes, on voit ça, on dit, mais sérieusement, on couvre ce conflit depuis des années, vous tombez de haut maintenant. Mais ils sont sincères, les Russes qui écrivent ça sur les réseaux sociaux. La guerre leur était invisible jusqu'ici. Vera Gonçalves, il y a une chose quand même qui est assez étonnante. En effet, on parle de pénurie désormais, on parle de problème Internet, en effet. Là-bas, on commence à voir finalement les premières actions des sanctions internationales. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que finalement les Russes aujourd'hui en veulent à leur président ? Est-ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine baisse dans les sondages ? La popularité est-elle toujours la même ? Ou au contraire, ça commence à décliner ? Ou au contraire, c'est toujours au beau fixe ? En fait, Poutine, sa popularité a commencé à baisser déjà il y a un moment. Je me rappelle qu'à partir de 2018-2019, toutes les posts sur Telegram, parce que les Russes lisent beaucoup, une certaine partie dans les grandes villes lisent les actualités sur Telegram. Voilà, ce réseau social très populaire en Russie. Exactement. Et là-bas, la première réaction, si Poutine apparaissait dans l'actualité, c'était en clown. Je me rappelle très très bien. C'était un changement, parce qu'avant, on n'osait pas. Avant, soit on évitait, soit on mettait en like, mais à partir de 2018-2019, le clown a commencé à apparaître tout le temps. Maintenant, même, ça a passé en emoji un peu méchant, etc. Donc, ça montre que, effectivement, Poutine n'est plus déjà sacré comme il était, parce que pendant très longtemps, au début de sa carrière, il était vu comme une personne qui a sauvé la Russie. Depuis un moment, c'est plus le cas. Avec la guerre, effectivement, Poutine a perdu déjà plusieurs guerres, en fait. Il a perdu la première guerre d'éclair, parce qu'il a fait une guerre éclair quand il devait prendre Kiev dans 3 jours. Kiev, ouais, on se voilà. ouais. Après, il a perdu la guerre diplomatique avec Trump. Effectivement, je rejoins tout ce que tu as dit. Les Russes croyaient beaucoup au fait que Trump va résoudre ce conflit. Je me rappelle qu'en 2024, 2025, mes amis me disaient « T'inquiète pas, ça va bientôt être fini, on va aller en Europe comme avant, etc. » J'étais un peu étonnée, je disais bon, c'est très probable, mais regardons. Et troisième guerre qu'elle est en train de perdre, c'est la guerre d'usure. Les Russes aussi comptaient beaucoup sur ça, que c'est un grand pays qui va dans tous les cas écraser une petite Ukraine, sauf qu'on voit que 4 ans plus tard, le début du conflit, l'Ukraine arrive à fabriquer elle-même ses armes, être indépendante dans ses décisions et frapper la Russie en profondeur et amener la guerre vers la population. Est-ce que dans ce contexte, et vous parliez de guerre d'usure, le nombre de morts commence à peser sur la société russe ? Est-ce que vous avez une idée ? Si on regarde le bilan chiffré, plus de 2 millions de soldats tués ou blessés depuis le début de l'invasion russe en février 2022, c'est 1,4 million seulement côté russe. Est-ce que ça pèse sur la société russe en ce moment ? Forcément, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les cimetières russes durant ces derniers mois, ces dernières années, et le problème, on va dire ça comme ça, c'est que la Russie est un grand pays, donc quand vous allez dans un village,
village, le cimetière local, il y a 2-3 tombes liées à la guerre, donc c'est pas finalement si impressionnant que ça. C'est juste que moi, je fais beaucoup de cimetières, donc je vois que ça représente beaucoup de monde derrière. Je suis aussi allé à la morgue de Rostov, qui est la morgue centrale par laquelle repassent tous les corps qui viennent d'Ukraine. La morgue, elle a été déplacée il y a quelques mois parce qu'elle était juste trop petite, la précédente, qui datait de la guerre de Tchétchénie. Et des gens viennent de toute la Russie pour essayer de retrouver leurs proches, donner leur ADN, essayer de retrouver des tatouages, des bijoux, ce genre de choses. Et tout ça, on en parle, tout ça, ça finit par se diffuser dans les familles, dans les villages. On sait qui est mort, on sait qui sont les gens qui sont décédés au front. Et le problème, parfois, vous me direz si j'ai tort, mais c'est pas tant le nombre que la raison de leur décès, c'est-à-dire que tant que cette guerre a un sens, ça tient. S'il y a un moment où on se rend compte que ça n'a pas grand sens, en fait, on va voir les mêmes morts, on va voir les mêmes tombes, mais on va se demander à quoi elles sont dues, quoi. C'est ça. Alors, on va le voir justement dans un instant. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre. On va le voir avec vous, Julia, qu'en Russie, alors des voix en interne commencent à s'élever, des oligarques ou des influenceurs pro-régime qui critiquent désormais Vladimir Poutine. Oui, c'est le cas de German Gref, patron de la plus grande banque publique russe, la Sberbank. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires fin juin, il a tenu des propos jugés anti-régime. En gros, il a dit que la guerre doit cesser car l'économie est au bord de l'effondrement. Même discours tenu récemment par Andrei Melnichenko, grand industriel russe, roi des engrais, un oligarque discret, ne s'étant jamais opposé au Kremlin et dont les entreprises contribuaient à soutenir l'économie de guerre. Sauf que début juillet, le voilà qui apparaît en une du magazine britannique The Economist. Nous sommes désormais en territoire inconnu, dit-il. Les gens ont peur du chaos. Selon lui, la Russie court à sa perte avec cette guerre interminable et ses répercussions économiques. Et puis un célèbre influenceur russe va même plus loin. Il s'appelle Ilya Remeslo, jusque-là pro-Kremlin. Et au mois de mars, il s'est mis à critiquer ouvertement Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux. Poutine doit démissionner et être jugé en tant que criminel, militaire et voleur, dit-il alors sur sa chaîne, suivie par plus de 100 000 personnes tout de même. Forcément, ça a fâché au plus haut sommet de l'État. Le blogueur a d'abord été interné dans un hôpital psychiatrique avant d'être arrêté à Saint-Pétersbourg. Léo Peria-Peigné, ces élites, on le voit, et ces pro-régimes qui commencent à retourner leur veste, est-ce que ça peut fragiliser Vladimir Poutine ? En fait, c'est l'illustration que la population russe, à peu près comme les oligarques, se moque de la guerre tant qu'elle ne les atteint pas. Vous avez même une proportion des oligarques et de la population russe qui a profité de la guerre, notamment via les énormes primes qui étaient versées à l'engagement et à la mort de certains soldats, ou via des enjeux de corruption dans la fourniture d'armement. Maintenant que la guerre, comme on le disait précédemment, vient à eux, s'attaque à leurs intérêts, est présente dans leur vie de tous les jours et leur fait courir un risque, et là, on la trouve soudainement beaucoup plus intolérable, ce qui n'était vraiment pas forcément le cas avant. Donc, est-ce que, dans ce sens-là, la tactique ukrainienne fonctionne ? Il semblerait. Maintenant, la question, c'est est-ce que les 3 personnes qui ont été citées ne vont pas passer par la fenêtre, par inadvertance, dans les semaines qui viennent ? Ce ne serait pas la première fois, de très loin. Et surtout, est-ce que ce mécontentement peut se traduire, un mécontentement qui est peut-être social, peut se traduire en politique ? Ça, c'est une question qui dépend de Poutine. Vera Grantseva, est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui, peut-être politique en Russie, au moment où on a appris hier que l'opposant Boris Nadezhdin était à Paris, arrivé en France ? Bon, l'opposition politique n'est pas possible en Russie par définition, parce que Poutine a muselé toute la voix publique qui peut le critiquer. Par contre, les changements dans les milieux de grand business, parmi les oligarques, ça c'est quelque chose de nouveau et c'est très important. Parce que Melnichenko, c'est pas à son opinion qu'il a exprimé dans The Economist. Apparemment, selon les sources des chercheurs russes qui étudient les élites russes politiques et économiques, il a exprimé en fait la voix des grands entrepreneurs plus large, parce qu'il y a une inquiétude qui commence à se lever. Pourquoi ? Par exemple, ils ont vu récemment que les amis les plus proches de Poutine, les frères Rothenberg, ont commencé à perdre leur influence et même leurs actifs en Russie. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça nous parle d'une certaine redistribution des actifs qui, beaucoup rappellent les Russes les années 90. Ouais, donc les moments les plus instables, les plus chaotiques dans l'histoire du 20e, peut-être fin du 20e siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça veut dire que les entrepreneurs commencent à s'inquiéter pour leur futur, pour leurs actifs,
pour leur sécurité. Et bon, effectivement, ils ne peuvent pas renverser Poutine du jour au lendemain. En même temps, Poutine vieillit, il n'est plus si fort que ça. Donc peut-être ils vont aussi essayer de passer à l'acte à un certain moment. Alors vous avez parlé des proches politiques, on va aussi parler des proches au niveau diplomatique. Exactement, parce que la question qui se pose dans ce contexte, c'est celle de savoir si la Russie peut encore compter sur des alliés ou si le Kremlin s'est progressivement isolé. Le 25 juillet dernier, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a semblé jeter le trouble au point de demander à Vladimir Poutine de geler la guerre en Ukraine. C'était lors d'une rencontre sur le sol russe à Omsk. Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской. Paul Gogo, est-ce que la voix de ses alliés, là, celle du président kazakh, peut encore compter face à Vladimir Poutine? Est-ce que certains peuvent encore instiller le bras de fer? Je pense que pour Vladimir Poutine, c'est avant tout... Alors, dans ce genre de rencontre, il a toujours un peu la main quand même sur la rhétorique et on ne sait jamais... Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre quelle est la part de mise en scène, de com, voilà. Mais le fait est que pour Vladimir Poutine, il y a au moins un constat que... ces liens avec ce qu'on appelait, encore quand je suis arrivé en Russie il y a si longtemps, en 2017, l'étranger proche, ces liens, ils fonctionnent de moins en moins bien. Personne de cet étranger proche, donc les voisins de la Russie, souhaitait cette guerre en Ukraine. Certains l'ont affirmé plus ou moins clairement. Il y a aussi des tensions avec le Premier ministre arménien. Et même le Biélorusse Loukachenko, qui est censé être très proche de Vladimir Poutine, il a quand même tout fait depuis même 2014 pour essayer de marquer une certaine différence avec le Kremlin. Donc c'est compliqué pour Vladimir Poutine, même sur ce plan-là. Alors Léo Perret-Peigny, à propos quand même de proximité, il reste un allié dont on n'a pas parlé, et c'est peut-être lui le plus décisif là-dedans, c'est la Chine, toujours derrière Vladimir Poutine ou pas? C'est la Chine qui est toujours derrière Vladimir Poutine, mais quand même toujours sur un marchepied, toujours en retrait. Il n'y a pas de soutien militaire direct pour le moment chinois à la Russie. En revanche, un autre dont on parle plus rarement, c'est quand même la Corée du Nord, où là, il y a vraiment un soutien militaire direct. Ça bruisse de rumeurs qu'un nouveau corps expéditionnaire nord-coréen pourrait arriver en Russie pour aller sur le front très prochainement, avec un soutien en termes d'armement. Ces dernières semaines, on voit encore du matériel nord-coréen détruit par les Ukrainiens en Russie. Maintenant, il y a aussi une inquiétude, je pense, du côté des Russes sur l'ascendant que prend la Chine de leur côté. On parlait du Amazon russe récemment. Dans tout le domaine de la logistique russe, vous avez une inquiétude qui est que les chauffeurs de poids lourds chinois arrivent en Russie, proposent leurs services, des services 2 fois moins chers que les leurs, avec des camions achetés beaucoup moins chers, et commencent à les remplacer, et à les mettre au chômage. Vera Gonçalves, rapidement, s'il vous plaît, juste à votre avis, aujourd'hui, quand on parle d'un président russe en difficulté, on peut se dire, est-ce qu'il est prêt à négocier, Vladimir Poutine? Pour l'instant, à mon avis, non. Il croit qu'il y a encore des petites cartes en main, notamment la mobilisation. On parle beaucoup maintenant en Russie que peut-être il y aura une nouvelle mobilisation. Voilà. Donc il compte encore qu'il peut peut-être renverser la cour de cette guerre. On verra à l'automne si sa carte va jouer, parce que la société russe n'est pas du tout prête à cette mobilisation. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, en tout cas à vous trois, d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet. À suivre, les chroniques d'Isadora, Darcial et Théophile Cossa dans notre escapade européenne. Nous apprendrons ce qu'en Italie signifie fare la vache avant de nous intéresser au scarabée japonais, et oui, qui envahit nos campagnes et ravage les plantes. Nous verrons comment la traque s'organise. Mais avant ça, rejoignons celui qui, tel un barde de la culture générale, nous charme chaque soir avec sa harpe délicate. Victor de Quiver nous promet une nouvelle fois de dîner moins bête avec un sujet auquel vous avez forcément réfléchi. Faut-il créer des parcs pour discipliner les pauvres? Faut-il créer des parcs pour discipliner les pauvres? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1853, Napoléon nomme le baron Haussmann préfet de la Seine. Sa mission, aérer, unifier et embellir Paris. La ville grouille de plus d'1 million d'habitants, les rues sont étroites, sombres, insalubres, le choléra frappe, il faut assainir. Mais surtout, il faut contrôler. Haussmann se félicite, ses travaux vont éventrer le vieux Paris, celui des émeutes et des barricades. On démolit 20 000 maisons pour en construire 40 000. Les quartiers populaires du centre sont rasés, les pauvres sont expulsés vers les faubourgs, l'Est, le Nord. Les nouveaux immeubles sont trop chers pour eux.
Mais Napoléon III a une idée lumineuse, offrir des parcs aux classes laborieuses. Si l'on inspire aux pauvres le sentiment du beau, ils auront peut-être envie de se laver, de s'aérer. Au XIXe siècle, on est convaincu que la lumière du soleil et l'air pur sont des remèdes capables de prévenir la maladie et de régénérer les corps comme les esprits. Avec Adolphe Alphand, son jardinier en chef, il sème 24 squares dans les quartiers populaires et crée de grands parcs autour de Paris. Il aménage le bois de Boulogne à l'ouest et le bois de Vincennes à l'est, des espaces pensés, selon les discours officiels, pour que les ouvriers puissent profiter d'un grand air comparable à celui des quartiers riches. Mais Émile Zola n'est pas dupe. Il écrit « Monsieur Haussmann a fait du bois de Boulogne et de Vincennes des promenades princières. Peut-être croit-il avoir assez fait pour les pauvres en semant Paris de squares. Mais quel triste coin de nature. Des ruisseaux coulent autour d'arbres maigres, des grilles isolent les moindres carrés de gazon, les bancs sont rares et les chaises se payent. » C'est ce qui a fait dire à de nombreux historiens que l'haussmannisation, bien au-delà d'un simple embellissement de Paris, a accentué la ségrégation sociale dans la capitale. Voilà, vous dînerez moins bête. Chaque soir, je rentre chez moi beaucoup moins bête, grâce à vous, Victor Declercq. Merci beaucoup. Il est temps de les accueillir, Isadora Darciel et Théophile Cossa pour leur chronique. On commence avec vous, Isadora, et dans l'été à l'Européenne ce soir. Enfin, on a beaucoup de chance, cap sur l'Italie. Et sur cette expression, alors dont vous allez nous parler, associée à une pratique très ancienne de la promenade. Exactement, une expression dédiée qui s'appelle fare le vasche et qui désigne l'art de la promenade à l'italienne. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, à socialiser en marchant. Tout simplement, imaginez-vous, il est à 21h, vous êtes à Sienne, sur le Corso Cavour. Là, adolescents, seniors, enfants, adultes se retrouvent pour la passeggiata, la promenade. Et chacun, dans ce défilé, va trouver sa place. On se salue, on prend des nouvelles du petit-fils Matteo, on croise le regard de la belle Antonella en paradant, car oui, on fait bella figura. Bien sûr. Alors, si on traduit l'expression fare le vasche, cela signifie faire des longueurs de bassin. La vasca désignant le bassin. Voilà, on voit de très beaux bassins qui d'ailleurs nous donnent un indice de l'ancienneté de la pratique. On fait des longueurs comme à la piscine, sauf que là, les allers-retours se font en marchant sur cette surface limitée. On fait littéralement des longueurs sociales. Mais alors, où est-ce que ça se passe ? Alors, les spots sont à peu près toujours les mêmes, dans les villes et les villages, et surtout en province. Il existe toujours une petite rue, un petit corso, et là, à une certaine heure, les locaux s'y retrouvent, et c'est justement ce périmètre limité de parcours qui va créer tout de suite une petite foule, pour ne pas dire une petite scène, et surtout encourager la répétition. Fare le vasche, c'est affirmer que la vie sociale se passe dehors. Vous le savez, en Italie, les gens investissent l'espace public, soit pour faire des salons à ciel ouvert sur les places, pour regarder et aussi bien sûr pour être vu. Et cette idée de la performance d'identité sociale, eh bien, elle est profondément italienne et elle remonte à la Rome antique. Ça, on l'apprend sur le site du Museo del Camminare, qui est basé à Venise. Il s'agit d'un musée virtuel qui est dédié à la marche et qui envisage même de faire inscrire cet art de la passeggiata, cette pratique, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, si vous avez la chance de vous trouver en Italie cet été, n'oubliez pas de prêter attention à ces petites portions de villes et de villages, là où le lien social est un art de vivre, et Mécao, les réseaux sociaux. Oui, en effet. Merci beaucoup, Isadora. Je ne connaissais pas ce musée de la promenade. C'est assez étonnant, en tout cas. Merci beaucoup. Et Théophile, avec vous. Alors, vous allez nous parler ce soir d'un scarabée. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, mais voilà, mais pas de n'importe lequel scarabée, un scarabée japonais, repéré il y a peu sur le territoire français et qui inquiète les autorités. Alors racontez-nous, traquer le scarabée japonais, comment ça marche ? Il s'appelle Popillia japonica. Regardez-le bien. Il est joli, mais attention, ne vous laissez pas séduire. Ce tout petit scarabée, 1 centimètre à peine, originaire de l'Est de l'Asie, est activement recherché par les autorités. Wanted, mort ou vif. Alors vous allez me dire, il n'a pas l'air bien méchant. Détrompez-vous, il s'agit d'une espèce hautement invasive. C'est simple, il bouffe tout. Feuilles, fleurs, fruits de plus de 400 espèces. Donc ça peut être la vigne, les pommiers, le maïs, le soja, les rosiers. De quoi ravager les cultures. Les larves, elles, sont dans le sol. Elles bouffent les racines et adorent le gazon de jardin et des terrains de sport. Le scarabée a débarqué accidentellement en Italie en 2014 avant de passer
sans visa la frontière suisse en 2017. Il est ce qu'on appelle un autostoppeur capable de se planquer dans des bagages ou des véhicules de marchandises et de parcourir comme ça de très grandes distances. Alors, ça paraît pas comme ça, mais l'Union européenne prend le sujet très au sérieux. Hein. Oui, c'est tout juste s'il n'a pas son visage sur le site d'Europol, classé parmi les organismes de quarantaine prioritaire qui désignent les ravageurs les plus dangereux susceptibles d'avoir des conséquences économiques. Et sur ce terrain-là, la menace est réelle. Selon une étude de l'Université technique de Munich, les pertes pourraient atteindre, selon les scénarios, et en l'absence de mesures, entre 30 millions et 7,8 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Union. Alors, ça fait un gros delta. Mais dans le scénario médian retenu par les chercheurs, la France, qui a un climat qui pourrait beaucoup lui plaire, apparaît comme le pays le plus exposé, avec un coût annuel estimé à 92 millions d'euros, dont 80 millions juste pour la viticulture. Et justement, où est-il aperçu depuis quelques semaines? Eh bien, en France. En France, repéré d'abord en Alsace, près de Strasbourg, puis ensuite dans les Alpes-Maritimes, secteur Cannes et Mougins, sur la commune de Pont, en Côte d'Or, à Écault, c'est dans le Doubs. La presse régionale commence à relayer ces observations. Heureusement, la France anticipe depuis quelques années son arrivée. Conformément à la réglementation européenne, un plan d'urgence a été mis en place avec des pièges imbibés de phéromones sexuels pour l'attirer, disposés près des zones à risque, donc près des routes, des gares, des aéroports, des terrains de sport. Des centaines de nouveaux pièges ont été installés ces derniers jours dans les coins où il a été vu. Et alors, si vous le voyez, par pitié, Jean-Mathieu, ne jouez pas au cow-boy, n'intervenez pas seul. L'idéal, c'est de le signaler. Alors, pas à la BRI, à l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture, avec le lieu exact d'observation et, si possible, des photos. Avouez, traquer un dangereux criminel comme ça dans le jardin, pas mal comme activité pour l'été. Voilà, j'ai même quand même regardé dans le studio. Vous voyez, là, pour l'instant, ça va. Voilà, on s'inquiète. En tout cas, le scarabée japonais. Merci beaucoup, Théophile. Merci, mes amis. À suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat avant votre soirée documentaire et la véritable histoire d'Hiroshima, suivie du cas Oppenheimer. Pourquoi le père de la bombe atomique était-il surveillé par le FBI? Mais que de mystère ce soir sur Arte. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.